On va rentrer dans un univers qui touche à de nombreux domaines aujourd'hui. On va parler passeport digital, NFT, tokenisation, mais aussi luxe, sustainability, puisqu'on reçoit Ariani. C'est un mot qui parlera à certains. C'est une marque qui reste encore confidentielle aux yeux du grand public, mais vous allez voir qu'on assiste à un phénomène. Cette marque qui a été créée en 2018 a équipé plus de 50 marques, au départ des marques de luxe, puis elle s'est élargie au monde du fashion, et aujourd'hui elle intervient dans un univers qui touche au passeport digital, mais aussi à cette notion de maintenance et à accompagnement de la vie d'un produit. Et c'est une marque qui part d'une techno, qui a des forces et qui cherche aujourd'hui à voir un peu comment cette force-là peut aider les marques à augmenter l'expérience client, à augmenter la traçabilité des produits, à augmenter la connaissance de son utilisation et aussi avoir un impact environnemental, vous allez voir. Donc beaucoup de domaines différents. Et j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Nicolas Hurstel, qui est le CEO de cette belle aventure. Il n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de projets entrepreneuriaux, vous allez voir. Il vient nous parler de son parcours, des coulisses du projet, et il va nous partager aussi sa vision de comment justement la tech peut amener, cette technologie-là d'Ariani peut amener des leviers ou des nouveaux business. Comment est-ce qu'elle peut impacter l'expérience client et bien sûr avoir un impact sur l'environnement. Tout un concept. Merci Pierre-Nicolas de nous accompagner dans cette discussion et de nous accorder un peu de ton temps. Avec plaisir, merci de m'accueillir. Bon. Quand on regarde ton parcours, il y a un certain nombre de thèmes qui sont récurrents. Je pense en règle générale à l'entrepreneuriat pour toi, à la technologie, il y a le luxe aussi, le digital en règle générale, le monde du fashion qui a été aussi un univers important pour toi, le côté international, le côté sustainability. Je mets de côté la partie épicurien ou équitation aussi qui sont tes domaines. Mais dans l'ensemble, toi, tu as rejoint le projet Ariani en 2018, 19, assez tôt, 18. Tout au début. À l'époque, il me semble que c'est Frédéric Montagnon qui a eu l'idée de ce projet, qui s'est entouré de certaines personnes, dont toi, qui est devenu le CEO entre-temps de ce projet. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine d'Ariani dans un sens vraiment entrepreneurial, comment l'équipe s'est réunie, comment l'idée est arrivée, comment tout ça a commencé. Voilà. Ok. D'abord, il y a deux éléments qui caractérisent vraiment toute mon histoire entrepreneuriale. Le premier élément, c'est l'idée de la collaboration, de l'intelligence collective, du travail collectif en fait. L'idée que ce soit à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'une filière, c'est en faisant ensemble qu'on fait mieux. C'est en partageant des moyens, en construisant des idées en commun. Alors à l'intérieur d'une entreprise, ça c'est le parcours de début de ma carrière dans le conseil, mais ensuite j'ai travaillé sur des plateformes B2B qui permettent à des entreprises de mettre en commun des moyens. C'est l'idée un peu de pré-compétition, de coopétition, collaboration pré-compétitive ou coopétition. Ça, c'est le premier thème. Le second thème, c'est l'idée que on a besoin d'innover pour changer le modèle de croissance et arriver et tendre vers des croissances durables. Trouver comment la technologie, le digital et l'innovation peuvent permettre en fait de concilier les nouveaux enjeux environnementaux tout en permettant finalement de poursuivre une réussite économique et une croissance business. Et c'est sur ces deux thèmes qu'on s'est retrouvés avec Fred. On se connaissait déjà depuis longtemps, on était à New York tous les deux. Et je montais une conférence à Los Angeles exactement sur ce sujet, sur l'innovation au service de la sustainability. D'ailleurs, je crois que c'était le claim, c'était Innovation is the solution for sustainable growth of the fashion and luxury industries. Et il y a un focus sectoriel. C'était très, très. Voilà, alors là, effectivement, il y avait un focus sectoriel. J'ai beaucoup travaillé dans le luxe et la mode. Et c'est là qu'on s'est retrouvé avec Fred. Il commençait à écrire le white paper d'Ariani. D'abord, il m'a demandé de l'accompagner un peu comme advisor sur la partie luxe et fashion. Et puis, au bout de quelques mois, on a décidé de s'associer et de joindre nos forces pour monter ce projet. Alors, et quelle était la vision au départ ? Donc, la vision, toujours la même, c'est la vision du fil d'Ariane. C'est cette idée que
un objet durable va avoir une vie dans laquelle il va se passer des choses, des événements clés, va changer de main peut-être. Et l'idée d'Ariani, c'est de construire ce fil qui va accompagner l'objet au moment de ces changements de main et qui va connecter finalement l'utilisateur, la marque, les parties prenantes dans le respect des uns et des autres, dans le respect des données personnelles. Donc ça a toujours, il y a cette double notion qui est intéressante et sur laquelle on a jonglé. Donc c'est-à-dire dans l'histoire d'Ariani, il y a des moments où on a mis le poids du corps un peu plus d'un côté ou un peu plus de l'autre. Mais il y a toujours cette double notion d'une relation avec le propriétaire d'un objet et d'une vie de l'objet qui est plus longue qu'une première vie, de cette possibilité que l'objet change de main. Et donc le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est ? C'est si je te vends un produit durable, il y a une donnée qui va l'accompagner. Et finalement, cette donnée, comme elle est digitale, elle va garder un fil tendu maintenant entre toi et la marque qui a créé l'objet et peut-être les parties prenantes qui peuvent contribuer à ce que tu t'en serves mieux et plus longtemps. Mais entre toi, accessoirement, et le produit que tu as peut-être acquis en seconde main qui fait que tu as un historique et tu as des données sur le produit. C'est ce que je veux dire, exactement. Et donc, il y a cette double notion de circularité et de données clients. Un peu. Clairement. Et alors, on en parlera, mais dans les différentes étapes de la vie d'Ariani, il y a des moments où on a penché plus ou moins sur un côté ou sur l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, c'est complètement indissociable. Ce sont deux éléments qui vont ensemble. Ok. À ce moment-là, on est assez tôt, alors peut-être qu'aux États-Unis, peut-être moins qu'en Europe, mais quand on parle de la solution aujourd'hui technique que vous mettez en place au sein d'Ariani, dans votre projet initial, la tokenisation, c'était déjà présent, c'était déjà un outil ou ça s'est avéré être une solution à une vision que vous aviez ? Non, si tu veux, quand Fred imagine, Fred Montagnon qui a imaginé ce projet, qui est mon associé, qui est chairman aujourd'hui, quand il imagine ce projet, lui, il vient d'abord c'est un ingénieur, il a fait beaucoup de pubs digitales, il a commencé à observer l'émergence de Bitcoin 2011-2013, et ce qui l'a intéressé, c'est de voir comment des groupes de gens s'organisaient finalement autour d'une technologie, en alignant des intérêts sans être dans la même organisation. C'était cette décentralisation de la gouvernance des systèmes d'information. Sauf que bon, il n'y avait rien de mature à cette époque-là. Donc, à partir de 2017, l'écosystème Ethereum, et c'est important de voir parce que on va parler de blockchain, choses comme ça, il y a plein de blockchains. Les blockchains, c'est comme l'univers. À l'intérieur, il y a différentes galaxies. Donc la première qui a été créée, c'est Bitcoin, qui est faite pour donner une alternative à la monnaie. qu'on va comparer avec un soleil, quoi. Il y a beaucoup d'énergie, mais c'est essentiel finalement à l'existence de l'ensemble. Et puis il y a eu l'émergence d'Ethereum qui a je dirais, déployé l'idée et la technologie des smart contracts, donc la possibilité de la tokenisation. Et donc à partir de 2017, ça devient un peu mature. On voit apparaître les premiers NFT. Et donc le NFT, c'est une norme très simple. C'est l'ERC 721, donc c'est ce qui permet d'associer une donnée qui est quelque part sur un serveur, sur du cloud, décentralisé ou pas, avec une empreinte sur une blockchain qui définit que quelqu'un est possesseur de ce fichier unique. Et donc quand Ethereum émerge, les premiers NFT, donc, la réflexion de Fred, c'est finalement comment est-ce que tout ça peut servir en dehors de la finance ? Comment est-ce que tout ça peut servir au gisement principal de valeur sur Internet qui est la relation client, la connaissance client ? Et par où commencer si la réponse est oui. Et donc, c'est à cette époque-là, personne ne parle de NFT. On travaille avec le mec qui a écrit le RC 721, donc qui a écrit la norme du NFT. On connaît très bien. Ça ressemble à quoi ce type ? C'est un américain. Un type assez marrant, un américain, William Entriken. Et donc on est très tôt. Il y a eu les CryptoKitties, il y a eu les CryptoPunks, donc il y a quand même deux premiers soubresauts de ce que pourrait être l'intérêt de cette norme-là. Et on s'aperçoit tout de suite que le RC 721 tel qu'il est, cette norme-là, elle est très très bas niveau, mais elle est assez pauvre en fait dans ce qu'elle peut faire.
Et on décide de créer ce qu'on va appeler un protocole, c'est-à-dire un ensemble de smart contracts qui, en étant compatibles avec cette norme, vont permettre de proposer des fonctionnalités qu'on va appeler aujourd'hui le passeport digital. À l'époque, on appelait ça certificat d'authenticité, ce qui n'était pas une excellente idée d'ailleurs, on pourra en reparler. En fait, on imagine très tôt les fonctionnalités de base de très très bas niveau. Un protocole, c'est que dans les emails, c'est SMTP, POP, c'est vraiment des règles très 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 basiques pour faire fonctionner des machines ou des logiciels ensemble. Et on va imaginer les smart contracts qui vont donner les fonctionnalités dont on a besoin aujourd'hui. Ça, c'est imaginé en 2018, c'est déployé en 2019, depuis ça n'a pas bougé. Okay. Donc, et ça a été réutilisé par d'autres ? Alors, ça c'est utilisé par toutes les marques qui utilisent le protocole ARINI. Et c'est un protocole open source. C'est votre propre protocole. C'est un protocole qui est open source, qui est donc on partage la gouvernance avec les marques qui l'utilisent. Mais ce qui est marrant, c'est que on faisait des NFT avant que ça devienne connu des uns et des autres. D'ailleurs, on n'en parlait pas. On ne disait pas le mot NFT à nos clients. Okay. On avait déjà imaginé tout ce qu'il fallait pour améliorer pour le cas d'usage sur lequel on travaille. Et le cœur de cette technologie, il est là, il n'a pas bougé. Depuis, alors, on a fait plein de trucs autour, hein, mais le cœur n'a pas bougé. Okay. Et quel travail vous avez dû faire d'un point de vue tech, une fois que vous tapez dans la main, vous avez la vision, vous vous rendez compte qu'il y a une idée exploitable et que vous pouvez lui donner vie. Concrètement, au-delà de la démarche commerciale, on va y revenir après, parce que ça m'intéresse de comprendre comment tu évangélises, et je pense que tu évangélises encore des clients, et parfois des clients qui ne doivent pas capter ce que tu leur dis, parce qu'on touche à des sujets qui sont parfois un peu techniques, même si c'est de moins en moins, c'est de plus en plus commun, même, voilà, pour une certaine catégorie de population en tout cas. Mais techniquement, vous avez eu quel challenge pour donner vie à cette solution ? Tu dis que donc, vous avez travaillé sur le protocole en lui-même, mais est-ce que vous avez dû vous doter d'une infrastructure ? Est-ce que vous avez dû... Quel investissement tech et challenge tech vous avez dû mener au départ ? En fait, quand tu pars d'un protocole open source, donc c'est du code de très bas niveau, et tu te dis, je vais résoudre des problèmes business, retail avec ça, il manque tout un tas de choses. D'abord, si tu ne parles que de cette technologie, tu ne parles pas de ce à quoi elle sert, tu ne mets pas en avant les avantages. Donc, en termes d'évangélisation, c'est inimaginable d'avoir un discours qui est basé sur le contenu du comme si tu vendais moteur, un piston alors qu'en fait tu parles d'une voiture. Exactement, donc ça c'est pas imaginable, mais surtout le piston tout seul, quand il n'y a rien autour, il fonctionne pas. Donc en fait le premier challenge qu'on a eu, ça a été de créer les premiers outils, les premières API, les premières interfaces pour s'en servir. Nous, dans notre vision à la base, on voulait faire un protocole open source, c'est très important, parce que quand on parle de donner une vie numérique à des produits qui doivent durer très longtemps, on peut pas, le code qui permet de faire ça, il peut pas dépendre de la survie d'une startup. Il doit être libre, il doit être ouvert, il doit appartenir à ceux qui l'utilisent. Donc on a démarré avec ce code open source, on a créé une association pour que les marques qui utilisent le code open source soient propriétaires de leur technologie. Association qui a vu son assemblée générale se tenir la semaine dernière avec tous nos membres qui étaient là, toutes les marques, les intégrateurs, etc. Et à la base, nous, on pensait faire juste ça et on s'est dit, voilà, les intégrateurs, les agences, les boîtes de conseil, de tech vont venir se saisir de ça, elles vont construire des offres, des API, des interfaces. Et puis, en fait, non, évidemment, on était très tôt et on a dû remonter. En fait, on a dû concevoir les outils et puis pas que des petits outils, des outils avec un niveau de qualité important, puisqu'on essayait notre go-to-market était sur une industrie qui sont des grandes entreprises, ce que les Américains appellent enterprise grade, donc des logiciels pour servir des très grands comptes avec des attentes très fortes. Donc en fait, on s'est retrouvé un petit peu pris, si tu veux, dans cette spirale qui nous a éloignés d'une certaine manière du cœur de ce qu'on devait faire, c'est-à-dire un protocole open source ouvert, avec de l'usage, deep tech avec juste de l'usage. Et en fait, on a dû remonter parfois très 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 près du client et même pour l'aider à définir son concept business. Oui, voilà, pour mettre en œuvre pour pouvoir s'en servir. Okay. Alors ça a plein d'avantages parce que ça nous a aussi permis à un moment de résoudre une équation de financement qui était un peu difficile quand tu
parle de vendre de la deep tech on-chain avec des jetons de paiement, etc. Pour financer ça en 2019, c'était très compliqué. Donc le fait d'avoir des API en mode SaaS, etc., tout ça, ça a permis aussi d'assurer la pérennité de l'entreprise. Mais ça nous a aussi amené à mettre énormément de notre énergie et de notre roadmap, pas exactement au cœur de ce qu'on voulait faire à la base, qui est un protocole ouvert avec de l'usage. Donc, tu l'as gardé, mais tu as construit toute une galaxie autour, Ouais. et tu as fait pas mal de pivots avec comment dire, des réflexions que je peux imaginer à l'époque sur où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller, est-ce qu'on fait ci ou ça. Des pivots, je sais pas, c'est-à-dire qu'on est allé du bas vers le plus. T'as raison, pas pivot, un élargissement. En fait, on est allé du bas de la technologie parfois jusqu'aux interfaces. Donc ça, c'est vraiment pas une bonne idée quand on veut faire de la deep tech, mais en même temps, il y a plein de nos clients qu'on n'aurait pas eu, on n'aurait pas signé si on n'avait pas une app à un moment. Et donc ça a posé plein de problèmes parce que à la fois les gens disaient c'est super, on peut utiliser Ariani parce qu'il y a l'app, et en même temps nous on leur promettait un monde dans lequel ils contrôlent leur data, ils font tout ce qu'ils veulent en décentralisé, on n'existe pas, on leur disait tiens voilà mon app. Il y a une dépendance à Ariani. Tu vois, et donc c'est pas possible, c'est évidemment pas possible, et c'est très difficile en fait de faire de la deep tech en avance quand il n'y a pas les outils. Et que faut bien convaincre des gens de les utiliser. Donc les premiers qui ont cru en nous, on parlait tout à l'heure de Guillaume Boileau qui à l'époque était chez Vacheron. Guillaume, il a tout de suite compris, il a cru en nous, mais il avait besoin d'outils. Donc on a dû construire ces outils, les mettre à disposition. Ouais. Et tu as le sentiment aujourd'hui, parce que vous êtes quand même pas bien vieux, que vous avez craqué ce que doit être Ariani, ou tu penses qu'il y a encore des évolutions possibles, peut-être aussi fortes que celles que vous avez connues, en vous disant, mais en fait, on se rend compte que le marché nous attend là et on est là, ou là aujourd'hui, tu as un business model stabilisé. Non, mais ce que doit être Ariani, c'est la vision de base. Ouais. Voilà, c'est un protocole ouvert qui est déployé sur des chaînes EVM. Et Ariani réussira le jour où il y aura un effet réseau sur ce protocole. C'est-à-dire qu'il y aura suffisamment de volume et d'usage sur ce protocole pour que des fournisseurs d'applicatifs, des intégrateurs, etc. viennent construire dessus, exploitent et créent de la valeur pour les utilisateurs. Ça, c'est la base. Et le plus, je dirais, on sera concentré sur la réalisation finalement de cette vision-là, le plus on aura de chances de réussir. Maintenant, la vie fait que c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que comment tu finances ça ? Un protocole open source avec un jeton de paiement qui est lié à l'usage. Tu vois, tu lèves de l'argent auprès de qui, comment ? Donc il y a des solutions évidemment, mais c'est pas aussi simple que de dire tiens, avant ton logiciel de RH, il était sur ton serveur, maintenant il est dans le cloud, ça fait tant par mois par utilisateur. C'est clair. Donc c'est pas exactement la même chose. Donc ça c'est un premier problème. Deuxième chose, pendant toute cette période, on a aussi passé du temps. C'est-à-dire il y a eu la hype. On est obligé de parler de ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'était en 2021, puis tout d'un coup, il y a des NFT partout, les Bored Ape, les CloneX, les gens sont comme des dingues. Chaque jour, on doit aller dans des comex expliquer aux gens le Web3. L'Oréal nous dit qu'ils vont faire la beauty triple O, online, offline, on-chain. Aujourd'hui, ils ont tout abandonné. Okay. Donc, si tu veux, tu as des vrais phénomènes de mode. Voilà, et là, tu es happé par un truc. D'abord, tu dis, mais au fait, on fait des NFT, les gars. C'est-à-dire, l'outil, il fait ça. Et puis, tu es tenté. Tu dis, attends, non, mais on veut être là, on veut être sur tous les ballons. On veut être sur tous les ballons. D'ailleurs, même de rugby, on fait le Stade Toulousain, on crée le token de la saison du Stade Toulousain, on fait gagner Yves Saint-Laurent Beauté, on fait une sorte de programme de loyalty. Donc là, tu diversifies, d'accord. Ça n'a rien à voir avec Ariani tel que c'est. Ça n'a rien à voir avec l'idée du fil d'Ariane de l'objet durable. Mais sauf que les outils, ils font tout ça. Et donc, tu gagnes des références incroyables. Mais forcément. Pas forcément pérennes.
c'est clairement pas pérenne. Du one shot un peu à Voilà, droite à gauche. clairement pas pérenne, même si on tente de signer des contrats pérennes. En fait, non, c'est pas du tout pérenne. Un, c'est pas du tout pérenne. Deux, ça nous éloigne encore de notre noyau, puisque ça nous rapproche, si tu veux, de ces interfaces, de ces trucs très spécifiques. Et ça nous écarte un petit peu du cas d'usage principal. Ceci dit, alors tu peux le voir de plein de façons. Tu peux dire, tu perds du temps. Tu peux aussi dire, bah oui, mais sauf qu'en même temps, tu fais du revenu, tu gagnes des super marques, tu apprends des trucs. Puis tu peux te dire, s'il n'y avait pas ça, comme le cas d'usage principal, il reste quand même assez immature, où est-ce qu'on serait aujourd'hui ? Et puis tu t'autorises à découvrir un univers que t'aurais peut-être pas, auquel tu n'avais peut-être pas pensé. Voilà. Alors après, ça crée un sentiment qu'on a une taille qu'on n'a pas, qu'on a une vitesse qu'on n'a pas, puis tu vois, Tu mobilises toutes tes ressources sur un sujet, et donc tu rebascules à un moment donné sur le projet initial en te disant non, mais en fait on est venu pour ça. Tu te reconcentres, bien sûr. Tu te reconcentres d'abord sur ce qui marche et sur ce qui tient. On est quand même dans une période compliquée, les effets de mode. Tu connais le hype cycle de Gartner. Voilà, là, il y a le Web 3, c'est monté très haut. Là, on est vraiment, je pense, on est au plus bas. Okay. Hein, donc, déjà, tu dois faire face à ça. Le téléphone qui sonne moins, les investisseurs qui regardent autre chose, tout le monde qui ne te parle plus que de AI. On te pose une question. Je te remercie de ne pas avoir ça dans tes questions. Et donc, le Web 3 AI. Et vous, est-ce que vous faites de AI ? On était à Vivatech ensemble il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas une phrase qui est pas... Voilà. Donc tu as ce phénomène de hype, évidemment, que tu dois gérer. Et tu as finalement cette idée qu'il faut te rapprocher de ce qui est en croissance régulière et sérieuse. Et nous, ce qu'on fait très bien depuis le début, c'est ce pourquoi on existe. C'est-à-dire donner une vie digitale à des produits durables et permettre finalement que l'utilisateur qui le possède contrôle la donnée et puisse plus facilement enregistrer les événements de la vie de ce produit et facilement lui faire changer de main. Et ça marche très bien. On a plein de marques, on a des millions d'objets tokenisés. Il n'y a pas un client qui a installé la solution qui l'a débranché, jamais. Et donc, mais si tu enlèves tous les effets de mode autour, voilà, c'est un socle, c'est un cœur qui grandit, si tu veux, et qui mérite qu'on y mette toute notre énergie. Ça, c'est sur le use case. Et puis ensuite, se pose la question de, mais finalement, est-ce que quand on construit nous-mêmes les infrastructures d'API, voire les services autour de notre protocole, est-ce qu'on ne se met pas un peu en porte-à-faux par rapport à ceux qu'on aimerait voir le faire ? Est-ce qu'on ne prend pas trop de place sur ce marché ? Ouais. Tu vois, finalement, quand je vais voir un intégrateur, il ne faut pas qu'il se dise que je suis son concurrent. C'est pas possible. Il ne faut pas qu'il se dise, oui, mais à un moment... Non. Qu'ils comprennent qu'il y a un boulevard. Voilà, il faut qu'il comprenne qu'il y a un boulevard, qu'il y a des marges pour lui, qu'il y a de la valeur à apporter, qu'il y a des jours à facturer, qu'il y a des trucs à construire en custom, qu'il y a du support. Voilà, il faut qu'il se soit clair. Qu'il l'approprie. Voilà. Mais quand on est passé par une période où on a cherché ces revenus-là, il faut s'en désintoxiquer un peu aussi. Ce qui est paradoxal. De dire, attends, en fait, on va peut-être faire moins de revenus. Tiens. Quoi, dans le monde d'aujourd'hui. On va filer le revenu à quelqu'un d'autre. On va filer le revenu à quelqu'un d'autre et on va réussir s'il y a plein de gens qui font du revenu autour. Même parfois les gens en interne. Ils travaillent, et ça, c'est parce que tu t'étais dit, je veux être juste une tech et pas une société plus large. Parce que et du coup, tu avais envie de sizer ta structure cost, tout ton business model sur le fait que tu étais une techno et pas plus. Pourquoi est-ce que non, je veux dire, il y a des boîtes de deep tech qui lèvent des centaines de millions et qui, pendant des années, ont des structures avec plein de développeurs, du produit, tout en restant une techno à l'intérieur. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas fait pour toi, ce marché-là ? Ah, c'est tout à fait pour moi, mais notre journey de financement, il est pas jusque-là. Un petit peu différent. Okay. Donc là, il faut qu'on se raccroche aussi à tes capacités qui sont données. Voilà. Et donc, cette possibilité, en fait, alors après, il y a quand même un truc différent dans le monde dans lequel on est. Nous, c'est qu'on utilise des blockchains. Sur les blockchains, quand on fait quelque chose, il y a des transactions. Ces transactions, elles se payent
avec des jetons de paiement qui payent l'infrastructure. Et donc c'est très... si tu lis le bouquin de Chris Dixon, Read, Write, Own, tu vas voir cette bascule en fait qu'il y a eu dans cet Internet qui devait être open source, qui est devenu contrôlé par des boîtes qui ont fini par centraliser la gestion de la donnée. Là, tu nous parles du Web 2. Voilà. Et avec cette possibilité, en fait, avec cette possibilité qu'ont les blockchains, en fait, d'avoir un moyen de paiement qui paie l'infra, en fait, tu supprimes cet élément négatif ou cette friction. Et ce jeton de paiement, ça devient aussi un élément économique de l'ensemble qui peut contribuer, qui doit contribuer, qui a contribué chez nous, puisque le début de l'histoire d'Ariane, c'est la vente d'une partie du stock de ces jetons de paiement qui permettent d'écrire des transactions dans le protocole Ariane. C'est ça qui nous a permis de lever les premiers fonds, qui nous ont permis de créer l'open source et l'association. Et donc, on doit se reconnecter. En fait, la hype est passée, on a appris plein de trucs. Et là, on se reconnecte à la fois au cœur du use case, au cœur de la techno et au mode de financement qui a toujours... qui était le vôtre. Qui était le nôtre. Ouais. Et raconte-moi comment ça se passe au niveau de l'évangélisation du marché. Si c'est pas votre job, c'est peut-être, c'est entre autres votre job, et c'est aussi le job de vos partenaires, des intégrateurs, voilà, mais et des membres de l'association qui ont qu'un intérêt aussi, c'est que l'association les dépasse, si possible. Ouais, bah ça c'est intéressant parce que c'est ce que je leur ai dit à la dernière assemblée générale. J'aurais dit, prenez conscience que vous êtes acteurs. On est là-dedans ensemble. C'est à vous. Donc nous, alors il faut évangéliser. Le problème c'est que nous, on fait des trucs compliqués, quoi. Faut le dire. Non, mais ce que tu proposes. Ouais, déjà, on est un peu en avance. Le passeport digitaux pour les produits, pour tous les produits durables, c'est 2030 toute l'Europe. Oui, mais t'as de la chance. Enfin, t'es quand même pas sur un sujet hyper exotique. Non, mais très bien. Il y a des relais politiques qui s'approprient le sujet. Très bien, mais bon, ça prend quand même du temps. Toi, t'as besoin de financer voilà. un petit peu avant 2030. Exact. Ensuite, j'ai des blockchains, des NFT. Alors, NFT, tout le monde a un avis sur NFT. La plupart du temps, tous les gens sensés pensent que tout ça, c'était un scam géant, les Bored Ape, etc. Et donc, pendant que c'était la hype, ils souriaient poliment. Et dès que ça a été terminé, ils étaient bien contents de pouvoir dire « Ah, je l'avais dit. Ça, je vous l'avais dit qu'il y avait quand même un problème. » Donc, vent contraire. Ensuite, tu as bad buzz sur l'empreinte énergétique des blockchains. Ce qui est très vrai pour Bitcoin, qui est absolument pas vrai pour aucune des technos qu'on utilise nous. Mais sauf que comme on a dit blockchain, chance, vous êtes dedans. Voilà. Donc tu as les NFT, la blockchain, on a le financement avec un jeton de paiement, des usages nouveaux parce que tu viens parler à des marques qui sont très dans le contrôle. Et là, tu leur dis, bah tiens, tu vas donner le contrôle de la data à ton utilisateur, tu vas lui permettre d'aller vers la circularité, ce qui n'est pas une évidence dans leur modèle économique. C'est très récent et encore, c'est pas institutionnalisé, en particulier chez les marques de luxe. Donc, il faut évangéliser. Et puis, donc, tu as ce jeton de paiement. Puis qui ne sont pas toutes très tech. Hein. Non, clairement pas. On fabrique des objets en cuir ou en métal. Exactement. Tu as ce jeton de paiement qui est l'ARIA 20, qui nous a permis de financer au début. Tu as cette association où tu as des entrepreneurs qui disent on a créé une techno, on va la mettre en open source et l'amener au marché. Et donc, sur à peu près toutes les questions, tu as de la suspicion. C'est-à-dire, généralement, les gens disent qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est vachement intéressant, mais je me demande où est le loup. Et donc, il faut évangéliser, faire preuve d'énormément de persistance, mais aussi amener des preuves que ce qu'on raconte est vrai, que la gouvernance de l'association, on la partage avec les marques, et dire aux marques, les gars, il faut... Mais le problème, c'est que tu es dans des grandes entreprises qui ont... Dans une marque de luxe, il y a 2 porte-paroles. Genre le mec qui se charge de l'innovation, il n'a pas le droit de prendre la parole dans la presse, ou ni sur LinkedIn, ou n'importe où. Donc tu leur demandes un truc qui n'est pas non plus simple, et donc tu connais les limites. Donc voilà, tout ça... Ça nécessite énormément de volonté, bien sûr, de résilience. Et voilà, il faut expliquer, il faut répéter. Il faut avoir des champions aussi, hein, des gens, ces gens qui sont dans ces marques, des marques qui n'ont pas forcément la possibilité
si tu veux, de prendre la parole sur scène, mais qui, en revanche, vont autour d'elles évangéliser aussi, parler à l'intérieur des entreprises. Voilà, il y a dans toutes les boîtes avec lesquelles on travaille des gens qui se battent au quotidien parce qu'ils croient dans l'impact qu'aura cette technologie pour le business de leur marque et qui sont capables de déplacer des montagnes pour faire avancer les choses. Petite parenthèse technique ou trend, tu dis que le Web 3 est au creux de la vague. On parlait il n'y a pas longtemps d'un raz-de-marée qui apparemment n'a pas lieu. Ça veut dire quoi le creux de la vague pour le Web 3 ? Écoute, c'est les années 2000 pour Internet. Il y a eu la folie, mais c'est comparable. Un peu le casino, c'est-à-dire les valorisations incroyables avec pas grand-chose derrière, etc. En fait, il y a quelque chose qui est en marche, qui est la transformation de l'infrastructure complète de l'Internet, d'un modèle centralisé tenu par certains à un modèle décentralisé partagé avec tous. Ça, c'est absolument inéluctable. Okay. Absolument inéluctable. Là, on a eu l'impression que ça allait arriver tout de suite pour tout le monde, avec des cas d'usage autour de la fidélité, de l'art, de la collection, etc. Bon, en fait, non. Donc, il y a une énorme vague sur la partie financière. Nous, ce qu'on pense, c'est que la prochaine vague, elle est à l'intersection de la durabilité, de la conformité, du contrôle de la donnée client. Hein. C'est pour ça qu'on travaille. Mais elle va pas forcément se voir tout de suite. Hein. Quand on va pas, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais bon, je vois que tu as une montre Jaeger-LeCoultre. Jaeger-LeCoultre vient de démarrer les passeports digitaux en production il y a quelques jours. Avec un livre. Oui, bien sûr. Et donc, si tu te connectes à ton compte Jaeger-LeCoultre, il y a une adresse de voilette associée, il y a un passeport digital qui a un NFT dedans, minté sur le protocole Ariane. C'est pas écrit en lettres néon, quoi. Et ça rattrape aussi les clients dans le passé ou c'est que les futurs produits ? Je pense que tu peux les appeler. Bon, okay. Tu parles de données clients et tu m'avais dit une fois que les marques étaient habituées à collecter de la donnée, elles vont passer à un mode où elles en distribuent. En fait, tu as deux formes de données dans la relation numérique aujourd'hui. Tu as la first party data. Je collecte. Tiens, je te donne 5% pour que tu me donnes ton email. Et 5% si tu acceptes de recevoir la newsletter. Et donc là, j'ai un email. Donc je peux adresser cette personne maintenant moi-même, lui envoyer des newsletters pour essayer de la pousser à faire ci ou faire ça. Le problème, c'est que cette first party data, elle est statique. Elle est souvent rapidement obsolète. Finalement, c'est assez facile pour les gens de prendre les 5% puis ensuite de venir se désinscrire quelques minutes après. De plus en plus, il y a des murs de fumée. Le Apple Login qui cache l'adresse email complètement. Donc, plus ça va, plus cette first party, elle est pas de très bonne qualité. Et puis ensuite, il y a la third party data. Et puis attention, la first party, il y a parfois, dans le monde du luxe, tu connais l'acheteur, tu connais pas le propriétaire. On a des cadeaux. Est-ce que tu as envie de parler systématiquement à la personne qui a acheté l'objet ou parfois à celle ou celui qui le possède? Puis tu as la third party. Ça, la third party, c'est l'essentiel du business d'Internet. C'est je vais louer de la data à Facebook, à Instagram, à Google pour parler à quelqu'un. Parler à quelqu'un que je pense être nouveau. Mais est-ce qu'il est vraiment nouveau? Est-ce qu'il n'a pas déjà vu une pub? Est-ce qu'il ne possède pas déjà un objet? Peut-être que si. Et dans de nombreux cas, on sait bien que le premier contact aujourd'hui entre des marques premium et des utilisateurs, c'est l'achat d'un objet en seconde main. Donc, est-ce que l'objet ne peut pas devenir par lui-même un moyen de contact? Donc, en fait, il y a cette location de la donnée qui est dans le serveur de l'autre, qui est la third party data. Il y a cette collection de données dans mon propre serveur. Ce que permet la blockchain, c'est de distribuer de la donnée à quelqu'un, de lui donner la main sur un bout de donnée. De rendre propriétaire d'une donnée. Oui, propriétaire ou en tout cas en contrôle. Si je prends une image, quand je sors d'un magasin,
Je sors avec l'objet, les papiers de l'objet. Il y a pas des... La notice, elle reste pas dans le magasin pour aller la consulter. Je redemande pas un accès physique vers le magasin. Dans le monde digital, c'est pas du tout comme ça. Je vais demander un accès digital pour rentrer sur la plateforme digitale pour lire ou accéder à la donnée. Ce que permet cette nouvelle technologie, c'est de pouvoir partir avec l'élément digital. En fait, d'une certaine manière, la blockchain, elle réplique dans le monde numérique des propriétés tout à fait normales du monde physique. Ce qui est à moi, c'est à moi. Je choisis qui regarde ou qui regarde pas. Je peux disposer des choses qui m'appartiennent. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi, voilà. Et ça, dans le monde numérique, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est à nous. Tes followers sont pas à toi. Ton réseau LinkedIn n'est pas à toi. Ta notice n'est pas à toi. Rien n'est à toi. Absolument rien n'est à toi. Et puis si tout d'un coup, y a un changement quelque part de règles du jeu, tu n'as plus rien. Donc, cette notion-là, d'abord, elle va avoir un impact énorme, évidemment, dans le monde de la finance, parce qu'elle règle des problèmes vraiment d'efficience à très grande échelle, mais elle va toucher à peu près tout, et demain, évidemment, la relation. Et la relation avec tes clients. Et si je me mets dans la peau de tes clients, justement, des clients qui se posent la question de basculer sur cette approche-là, au-delà de la culture qu'il faut avoir pour comprendre ces concepts, est-ce qu'il y a besoin de repenser, je ne sais pas, son infrastructure, son écosystème technologique, il y a besoin d'outils pour s'approprier ça? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir exploiter la techno Ariani? Bon, justement, l'idée, c'est d'être le moins disruptif possible sur ce qu'il faut faire. Là. Donc, pour ça, il y a des API. Okay. C'est-à-dire que... Et on en a construit beaucoup. Et ce qu'on aimerait, c'est que d'autres en construisent. On aimerait que des intégrateurs voient ce produit-là, ce protocole, et se disent « Moi, je ne veux pas m'appuyer sur une société tierce. Je vais développer les API, je veux la maîtriser complètement. Donc, je vais investir et je vais vendre des produits autour de ça. Okay. » Voilà. Mais c'est sûr qu'on va pas... On vient pas... il faut de l'abstraction. On ne vient pas proposer à une grande entreprise d'interagir directement avec un protocole blockchain. Il faut des API par-dessus. Une fois qu'on a... Enfin, quand on est une marque, on apporte beaucoup de valeur dans tout ce qu'on a cité, mais ça peut être aussi un levier de génération de valeur, de monétisation, d'un nouvel axe de monétisation que les marques n'avaient pas. Est-ce que tu as des exemples de valeurs générées ou de nouveaux business générés avec ce protocole-là? Bon, avant de parler des nouveaux business, si on a une nouvelle donnée client qu'on maîtrise, on a aussi potentiellement des sources d'économie, parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher, la relation client. Combien je paye à Google pour être en contact avec une personne que je connais peut-être déjà? Quel est le coût d'acquisition pour un panier moyen dans des secteurs qui sont fortement concurrentiels, pour finalement peut-être avoir quelqu'un qui conclut un panier alors que je connaissais déjà cette personne. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessus. Ensuite, comment on crée du revenu? Bon, aujourd'hui, la question, on vient de sortir un papier là sur le découplage, comment découpler la croissance de la production d'objets nouveaux, comment faire pour que, après l'achat, il y ait une économie autour de l'usage. Des services, autour de la réparation, demain, de la valeur autour de la transmission des objets et de la seconde main. Peut-être des éléments complètement virtuels qui accompagnent l'objet. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à construire. Je dirais qu'à partir du moment où on a donné une existence numérique à un produit durable, ce qui vient évidemment à l'esprit, c'est l'assurance, c'est la garantie, c'est la réparation, c'est la seconde main. Et donc, autour de tout ça, est-ce qu'on va chercher des partenaires ou est-ce que la marque crée de la valeur? Et puis, mais il y a plein de choses qui vont pouvoir être imaginées. Et sur le plan du business model, il y a... Et d'ailleurs, avant ça, on n'a jamais parlé de voiture.
J'ai vu il y a pas longtemps, enfin ce week-end, une énorme vente de voitures à Monaco. Ça, c'est des voitures, c'est des produits qui passent de main en main. Bien sûr. J'en ai pas entendu parler de la tokenisation de voitures. Est-ce que c'est quelque chose qui existe pourtant ou pas encore? On y travaille. On aimerait convaincre les constructeurs que De c'est proposer des le produits bon, ça. Oui, ça paraît que évident. c'est le bon outil. Ça paraît évident. Euh, Tout objet durable, réparable, avec du service autour et la possibilité d'un changement de main ou d'enjeu de réemploi lorsqu'il est récupéré en fin de vie, bénéficierait d'un passeport digital sur une technologie décentralisée interopérable. Parce qu'on parle de tokenisation. Tokenisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une base de données d'objets qui soit pas centralisée chez quelqu'un et qui soit basée sur des standards qui fait qu'on peut interagir avec des tiers. C'est ça, une blockchain. C'est pas, on s'en fait tout un, tu vois. Et donc, c'est ça la tokenisation. C'est mettre une entrée dans une base de données, mais qui est une base de données qui est pas contrôlée par une personne et avec des standards ouverts open source, interopérables, composables, sur lesquels on peut rajouter des briques de service par-dessus. C'est ça la tokenisation. Donc, ça paraît assez évident que tous les objets durables bénéficieraient de cette infrastructure de données. Et est-ce que le coût de la création d'un passeport digital, je dis n'importe quoi, pour un t-shirt, ou pour une Ferrari, ou pour une Patek, serait le même, ou le prix et le coût d'usage dépendent du produit que tu as? C'est une techno, la techno, c'est la même. Bah oui. D'accord. C'est-à-dire une transaction sur une blockchain, c'est une transaction sur une blockchain. Il n'y a pas d'éléments qui vont influencer le prix. Et en parlant de prix, ça m'intéresse parce que l'évolution d'Ariani montre que tu as gravité dans différents business models, dans différents univers, différents marchés. Ça doit être chaud pour toi et pour vous, avec Fred, de positionner votre prix, déjà d'expliquer votre offre, ensuite de la vendre, de la valoriser, de justifier aussi de pénétrer différents marchés. Mais quel est le business model d'Ariani aujourd'hui? Il est apparemment en transition, mais vous avez trouvé votre business model aujourd'hui, vous êtes encore en train de le rechercher, et par quoi vous êtes passé dans cette phase de réflexion? Bien sûr que c'est très difficile. Ça a l'air. Parce que, donc à la base, sur le protocole, on définit des coûts de transaction, mais on les imagine d'abord avec peu de retour du marché au début, et puis aussi avec des produits à faible volume. Quand tu démarres avec Vacheron Constantin, t'es pas avec Darty, tu vois, ou avec Nissan. En même temps, quand tu fiches des prix dans un protocole, ils sont dedans. Tu peux pas les changer tous les 4 matins. Chez nous, au niveau du protocole, c'est l'association des marques qui décide des prix. S'ils doivent évoluer, on doit s'asseoir avec les utilisateurs. Et on doit voter. Ça, c'est la base. C'est une base avec des prix quand même qui sont très faibles à l'action, donc qui vont nécessiter, pour créer de la valeur, énormément de volume. Je dirais que notre business model, c'est ça. Ça devrait être ça. Ça ne devrait être que ça. Entre-temps, on a développé ces interfaces, ces API, et donc on a été tenté, poussé aussi par nos clients, pour qui c'était plus simple et plus prévisible d'acheter une licence un peu en mode SaaS, plutôt que je leur dise, ben voilà, là vous avez des coûts d'infra, des coûts de protocole, de transaction, c'est très clair, c'est très bas. Allez voir votre intégrateur, vous verrez bien combien ça coûtera. C'est long, il faut mettre une troisième personne dans la discussion, et donc on a été poussé finalement vers la commercialisation de l'infrastructure API. Et là, c'est quoi les standards? C'est 80% de marge dans le monde SaaS. En même temps, on sait qu'on perd de l'argent pendant très longtemps parce qu'il faut développer tout ça, donc il faut lever de l'argent. Et puis tu arrives assez vite quand même à des coûts qui sont importants et qu'il faut mettre en face de retour sur investissement, et en fonction des moments, plus ou moins immédiats. Il y a des moments où le retour sur investissement, c'est OK, c'est la com parce que c'est la hype. Il y a des moments où le retour sur investissement, on te demande 5 € pour chaque euro dépensé parce que les ventes vont pas bien en Chine. Et alors là, tu passes de ça à ça fluctuer assez vite, en 18 mois, ta stratégie de prix, elle n'est pas simple à construire.
Clairement. Donc je dirais que le cœur de notre business model, l'usage sur un protocole ouvert avec un jeton de paiement et des coûts de transaction bas pour générer du volume, ça c'est notre business model. Est-ce que on a tout le temps fait ça ? Non. Pour toutes les raisons historiques que je te raconte depuis tout à l'heure. C'est clair. Vous n'êtes plus les seuls sur le marché, je crois. Je ne sais pas exactement, après, je n'analyse pas techniquement parlant justement la différenciation et ce que vous apportez. Vous avez un enjeu de vous diversifier, de rester justement sur la hype, de voir une concurrence soit proche, soit nouvelle arriver. Quels sont les leviers que vous avez pour vous démarquer de cette concurrence qui peut arriver ? D'abord, le format qui est le nôtre, avec l'open source au cœur, l'association, avec les marques qui participent, le mélange dans cette association des entrepreneurs et des marques. Parfois, il y a des consortiums qui se créent où il n'y a que des marques, il n'y a pas les entrepreneurs. C'est pas exactement la même chose. C'est assez unique. Ce qu'on a construit à côté de tout ça, ou par-dessus tout ça, toute cette infrastructure API, le fait qu'on soit SOC de Type 2, audité par Price, etc. Donc on a construit finalement une infrastructure, une boîte extrêmement solide. Un écosystème. Et qui, combiné avec l'open source et la gouvernance partagée, crée un modèle assez unique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Il faut qu'on soit au plus proche de la valeur ajoutée qu'on apporte aux marques qui utilisent notre technologie et donc à leurs utilisateurs finaux. Pour ça, notre chemin, c'est d'être au plus proche, encore une fois, de la vision qui est la nôtre depuis le début, ce fil d'Ariane, ces objets durables, ces événements clés dans la vie d'un objet. Et donc, finalement, quand tu te poses la question comme ça, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas plus de choses communes entre une montre et une voiture qu'entre une montre et un t-shirt ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de choses communes entre une montre et un lave-vaisselle qu'entre une montre et une bouteille de champagne ? Ou entre une montre et un four qu'entre une montre et un rouge à lèvres ? En fait, bien sûr que si. Et en fait, aujourd'hui, on va se différencier en étant très très pertinent sur ce que la technologie permet de faire. Accompagner, suivre un produit tout au long de sa vie, enrichir l'expérience de celui qui le possède, faciliter, encourager sa réparabilité, sa durabilité, son réemploi, sa circularité. Et là, on est vraiment dans cette intersection entre la technologie, la durabilité, la souveraineté numérique de la data, et donc des sujets très actuels. Et je pense que quand tu prends tout ça ensemble, ça donne quelque chose de vraiment très, très différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Après, tu vas avoir des gens qui vont te dire qu'ils font des passeports digitaux, tu vas en croiser tous les matins maintenant. Donc tu vas avoir des passeports digitaux centralisés, donc vraiment en mode SaaS, aucune blockchain dessous, c'est la startup qui te vend la solution, qui hoste tout chez elle. Tu vas avoir, j'imagine, des cabinets de conseil, des boîtes d'intégration qui vont dire, moi je vous le construis custom, maison, a priori, vous n'avez aucune raison d'interagir avec le monde extérieur, faites ça chez vous. Tu vas avoir des gens qui vont utiliser la blockchain de façon, on va dire, permissioned, c'est-à-dire avec des environnements qui ne sont pas interopérables et pas composables. Donc c'est vrai que c'est des blockchains, mais on perd l'interopérabilité et la composabilité, qui sont les éléments critiques et clés qui justifient d'être sur une infrastructure décentralisée plutôt que centralisée. Donc, et tout ça, ça va se mélanger dans l'esprit des gens en « Ah, mais tu fais c'est les passeports digitaux, c'est comme machin ou comme truc. Ah, mais tu fais de la blockchain, c'est comme… » Bah oui, mais non en fait, parce que il y a plusieurs paramètres en fait dans l'utilisation de cette technologie qui peuvent faire qu'on est très différents les uns des autres. Et ça fait encore des trucs à expliquer et à évangéliser. Bon, et en tout cas, on a beaucoup parlé du passeport digital. On a un peu moins parlé de la notion de, je sais pas comment tu appelles ça, mais de certificat de maintenance digitalisé, où en fait tu peux suivre ce qui s'est passé sur ton produit et en tant que consommateur ou client, maîtriser un peu plus la vie du produit. C'est une fonctionnalité à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, quand on crée un passeport digital,
Il y a une donnée qui est créée au démarrage, qui décrit le produit, qui donne ses spécificités. Et il y a une fonction qui est la fonction d'historique. Cette fonction d'historique, on y accède par l'extérieur, hein, n'importe qui, l'émetteur, un tiers peut venir rajouter, écrire dans le passeport et nourrir cet historique avec des dates très précises et des documents qui sont joints. Et donc c'est cette fonctionnalité-là qu'on va utiliser pour ce cas d'usage un petit peu du carnet de maintenance numérique, ce cas d'usage autour de la durabilité et du suivi des actions clés autour d'un produit, quand a terminé la garantie, la dernière réparation, qu'est-ce que c'était. Si je récupère sur une plateforme de réemploi un frigo qui semble être en fin de vie, mais qu'à l'intérieur il y a une pièce qui vient d'être changée, qui est neuve, c'est vachement intéressant pour la personne sur cette plateforme de pouvoir le savoir tout de suite et d'identifier qu'elle peut récupérer cette pièce. Donc ça, c'est dans l'historique que ça va se retrouver. Et cet historique, là encore, ce qu'il y a d'intéressant, on peut mettre des historiques dans n'importe quelle base de données. Ce qui est intéressant, c'est l'interopérabilité de cet historique, d'une part, parce que des tiers vont pouvoir à la fois lire et écrire. Ce qui est intéressant aussi, c'est la confiance qu'on peut avoir dans le moment où cette date est mise, ce coup de tampon, hein, on appelle ça un eurodatage, qui permet, dans des mondes où y a des gens qui ont des intérêts potentiellement divergents, ou en tout cas pas toujours alignés, une marque, un distributeur, une plateforme de réemploi, un réparateur, un éco-organisme, ça c'est des gens qui évoluent dans un écosystème similaire, mais qui n'ont pas les mêmes objectifs économiques à un moment donné. Et donc d'avoir des éléments de confiance comme ça et interopérables, c'est très utile. Et en parlant d'objectifs économiques, ce sera ma dernière question, avant de passer aux questions plus rapides. Toi qui es confronté à ça et qui rencontre des grands groupes sur ces thématiques-là, l'idée de moins produire et de garantir des nouvelles vies à mes produits parce qu'on augmente la longévité de mes produits, fait qu'au final, je vends moins. Et est-ce que les marques l'entendent, que les consommateurs l'entendent, c'est une chose, mais est-ce que Je ne sais même pas si les consommateurs l'entendent. Est-ce que les marques entendent encore moins? D'abord, quand tu fais 40 000 montres par an, c'est pas pareil que quand tu produis des centaines de milliers de tonnes de fringues jetables. Donc, la relation au volume de production, elle est quand même assez différente en fonction des types de marques. Il y a sur Terre assez de fringues pour 9 générations. C'est-à-dire, si on a arrêté d'en produire aujourd'hui, on peut quand même s'habiller pendant vraiment très longtemps. La question, c'est à quel moment l'intersection entre ces objectifs économiques vient se heurter de manière profonde au problème du changement climatique. S'il faut maintenir la température en dessous d'une progression de 2 degrés, ça veut dire qu'il faut 5% de baisse tous les ans des émissions. Ça veut dire qu'il faut un Covid tous les ans. Il ne va pas y avoir un Covid tous les ans. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas dire on met toutes les filières entières au chômage. C'est inimaginable. Donc, s'il faut tout de suite dire ok, on arrête de produire, et puis non, évidemment, ça ne marche pas. En revanche, je pense que dans ces secteurs, soit dans lesquels les produits ont un potentiel de durée, de durabilité, de réemploi important, soit dans ces secteurs dans lesquels peut-être qu'on achète plus pour des raisons qui ne sont pas toujours complètement justifiées, on peut réfléchir à qu'est-ce que ce sera le modèle de demain, parce qu'il faudra un autre modèle. Qu'est-ce que ce sera le modèle de demain? Qu'est-ce que c'est un modèle dans lequel il y a de la durabilité et de la circulation des produits? Comment on fait pour comprendre ce qui se passe et pour créer des modèles économiques? Il faut une infrastructure de données. Il faut comprendre. Et donc, il faut des données attachées aux produits. Et donc, c'est sur ça qu'on travaille. Mais c'est sûr que si on dit aujourd'hui, il faut switcher, oui, il y a des gens qui le font. Darty, leur objectif dans la vie, c'est de vendre moins de produits. Tu es chez Darty, tu achètes Darty Max, tu payes un abonnement tous les mois pour qu'on te garantisse la réparation de tes produits, de tous les produits que tu as dans ton foyer, pour que tu en achètes moins. Et donc, on bascule de l'obsolescence programmée, de la vente de toujours plus d'objets neufs, à de la vente de services. Mais évidemment, c'est pas H&M qui va faire ça. Donc, si tu veux, la problématique, elle est différente en fonction du type d'objet, du type d'acteur. Et évidemment, Darty, est-ce que Siemens, Miele, ils sont d'accord avec ça? Peut-être pas complètement. Donc, voilà. Donc,
comment est-ce que tous ces acteurs s'alignent. Et là encore, le fait d'avoir un système de données ouvert, interopérable, avec des droits d'écriture, de lecture différenciés, un contrôle de la donnée, pas par des tiers, mais par le client, c'est une bonne base. Bon. Passionnant, en tout cas, tous ces sujets. Merci de nous éclairer un peu sur ces enjeux. Pierre-Nicolas, c'était cool de t'entendre. On passe aux questions un peu plus rapides. Dans tous les projets que tu as pu mener depuis le début de ta carrière, lequel te donne le plus de fierté ? Ariane. Parce que parce que c'est le projet d'une vie, c'est très certainement, vu comme c'est parti, celui sur lequel j'aurais, en tout cas depuis le début de ma carrière, passé le plus de temps, parce que c'est le projet qui a le plus de potentiel d'impact, à la fois sur le déploiement d'une économie circulaire, la reprise en main par les utilisateurs de leurs données personnelles versus les géants de la tech, un nouveau modèle aussi dans lequel c'est les entrepreneurs qui amènent à une industrie, ensuite c'est l'industrie qui est autonome pour gérer la techno avec l'open source et tout ça. Donc il y a énormément de dimensions dont je suis extrêmement fier dans ce projet et qui font que, sans aucun doute, c'est bien sûr Ariane. On verra jusqu'où ça t'amène. Apparemment, la route est encore longue. Tu es sur 200 projets à la fois. Non. En tout cas, je suis sur un seul mais qui comprend beaucoup de sujets. À l'intérieur, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce que moi, ça m'intéresse de voir un peu en tant que CEO ton orga, ta routine. Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident à être plus performant, plus efficace au quotidien ? Déjà, moi, je fonctionne avec cette idée d'un trépied. J'ai ma vie professionnelle, ma vie familiale, amicale, émotionnelle. Et puis, il y a tout un espace qui est qu'à moi. Et le troisième. Tout un espace qui est qu'à moi, qui est le sport, qui sont des moments où je suis complètement dans une bulle où je m'occupe que de moi. Et j'ai la chance de pratiquer un sport qui nécessite une déconnexion absolument complète. C'est-à-dire que quand je le pratique, il n'y a d'espace pour absolument rien d'autre. Et donc, j'ai l'habitude de dire à mes associés, à mes collaborateurs, moi, quand je rentre le lundi de week-end, je suis complètement neuf. C'est-à-dire, tu peux me rouler dessus pendant une semaine. Si tu veux, je n'accumule pas. Je n'accumule pas parce que d'abord, j'ai un truc où je m'occupe qui est que pour mon plaisir, où je réalise des rêves de gosse, où je m'éclate, mais aussi où je suis dans un mode mental qui est d'un focus complet, où il y a zéro possibilité de pollution pour rien, aucune charge mentale, d'où qu'elle vienne. Donc ça m'aide beaucoup. Après, je fais aussi du sport à côté et je kiffe la vie, quoi. C'est-à-dire, je pense que dans mes routines, moi, ce qui est vraiment important, c'est j'adore la gastronomie, les bons vins. Je rate pas un repas. Je fais pas un repas. Tu fais du sport parce que ça se voit pas comme ça. Je fais pas un repas à l'arrache. Je mange bien. Si tu vas, c'est tout. Voilà. Donc, je me fais des plaisirs. Je m'occupe de moi. Je m'occupe évidemment énormément de ma famille et de mes deux filles et de mon épouse. Mais il y a cette bulle de vie qui est un peu égoïste et très déconnectée et qui me permet, en tout cas, qui m'est nécessaire à moi. Ouais. Voilà. Dans tous les projets que tu as pu croiser, dans toutes les boîtes que tu as pu croiser, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent aujourd'hui ? Oui, il y a plein de boîtes qui m'inspirent. C'est difficile à dire. Je vais être honnête avec toi. Ce à quoi j'aspire, c'est... j'espère que j'aurai du temps dans ma vie pour faire des choses qui n'ont pas de but économique. C'est-à-dire, je crois que le monde dans lequel on vit a besoin d'énormément d'engagement, que ce soit sur le plan sociétal, environnemental. Aujourd'hui, ce qui m'inspire sont les gens qui donnent de leur temps et de leur talent, qui pourraient être patrons de grandes boîtes et qui sont dans l'économie sociale et solidaire, sont dans des projets complètement dédiés détaché d'un enjeu économique peut-être court terme, quoi. Voilà. Et ça, j'en ai tellement que je pourrais pas t'en citer. Tu penses à une personne en particulier ? Il y a des gens ? Mais il y en a plein, mais je saurais même pas par où démarrer, tellement entre le changement climatique, les enjeux durabilité, sociaux du monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses prégnantes qui nécessiteraient que les plus fortes énergies soient là-dessus, que aujourd'hui c'est
plutôt ces entrepreneurs-là qui m'inspirent et j'espère arriver à trouver le moyen de dédier une partie la plus importante de ma vie possible à ce type d'activité. Est-ce qu'il y en a un ou une que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui, pour toi, aurait quelque chose d'intéressant à partager dans cette logique-là? Oui, alors bon, là, c'est pas complètement dénué d'intérêt économique, mais Frédéric Montagnon, par exemple. non, mais Frédéric, c'est évidemment non. Jonathan Benamou, je sais pas si tu le connais, qui avait monté PeopleDoc et qui vient de monter Résilience, qui est à Madrid, qui est à Madrid d'ailleurs, à 150 mètres de chez moi. Voilà, donc à la Moraleja. C'est vraiment c'est un entrepreneur extraordinaire et le projet de Résilience qui est dédié à l'accompagnement des malades du cancer est absolument extraordinaire. Alors là, il y a un lien économique, parce que c'est un vrai projet entrepreneurial qui a une réussite incroyable. Mais c'est une bonne façon de manier les deux. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a un truc essentiel que tu aurais fait différemment si tu l'avais réalisé plus tôt? Il y en a plein, ouais. Il y en a plein comme ça. Dans l'histoire d'Ariani, je t'ai donné quand même pas mal de pistes de choses qu'on aurait pu peut-être faire différemment. C'est pas évident. Dans tout ce que tu racontais, il n'y a pas de moment où tu aurais pu le faire plus tôt. Non, voilà. C'est pas évident. Peut-être que j'aurais, et c'est ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, peut-être j'aurais géré la fin de l'adolescence et le début des études un peu différemment. Moi, je rêvais d'être cavalier pro et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. À un moment où peut-être j'aurais dû me focaliser plus tôt. Ouais, j'aurais peut-être dû me focaliser uniquement sur les études. Je les ai reprises après, j'ai fait des très bonnes études et tout, mais peut-être que là, j'aurais pu jouer une autre carte. Mais là encore, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, il y a toujours des questions qui se posent et tu te demandes toujours, finalement, quelle est la part même des erreurs dans ce qui t'amène à être là où tu es. Tu vois. Des erreurs ou de ce qui pourrait ne pas être standard ou qui aurait pu être différent ou amélioré. En fait, si tu n'avais pas fait, quel aurait été le chemin qu'auraient pris les choses? Est-ce qu'il y a une app ou une techno que tu utilises, mais j'ai envie de dire app dans le mobile ou desktop, mais qui t'aide, un outil que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? Non, pas spécialement. Je ne vais pas te sortir un truc d'AI à la con. Bon. Toi qui t'y connais en crypto, il faut miser sur quoi? L'Aria 20, bien sûr. L'Aria 20. Bien sûr. Et en dehors de ça, un petit L'Aria filon de connaisseurs. L'Aria 20, bien sûr. On met tout là-dessus. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré être utile dans ta vie jusqu'ici? Il y en a un que j'aime bien, mais je ne l'ai pas vraiment suivi. C'est Bernard Payon qui a été président d'Ensi dans le groupe LVMH pendant des années, qui maintenant est à notre board, qui m'avait dit à un moment, quand tu changes quelque chose, c'est comme l'escalade. Tu as 4 prises, il faut pas en lâcher plus d'une à la fois, sinon tu risques de tomber. Il m'avait dit ça à une époque où moi j'en lâchais 3 sur 4 et je m'en étais pas trop mal sorti. Mais c'est un conseil qui m'a toujours beaucoup marqué. Je réfléchis toujours maintenant, au moment d'un changement, à savoir si j'ai suffisamment de prises. Tu peux nous dire un truc sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? Je fais quand même... On en a un peu parlé, mais je fais du concours complet d'équitation, qui est une sorte de triathlon équestre avec 3 épreuves, qui est une épreuve olympique, vous verrez, au JO, avec une super équipe de France, et en particulier mon coach Karim Lagouag, qui j'espère va concourir pour sa 3e Olympiade et peut-être sa 3e médaille. Donc c'est assez surprenant, c'est un peu bizarre comme sport, les gens n'ont pas l'habitude. Mais toi, c'est un univers, c'est toi. Voilà, c'est un univers que j'adore. Voilà, je peux dire ça. Très bien. Tu es hyper calé. Pourtant, ton parcours ne t'a pas forcément amené à maîtriser ces concepts dont on parle, qui sont assez innovants. Et parfois, même si tu le dis avec simplicité, il reste un peu complexe pour le plus grand pour le commun des mortels. Comment tu te nourris et tu entretiens cette culture tech et innovation? Par quels moyens? Par des rencontres, par des contenus que tu prends, qui sont de quel ordre? Déjà, j'ai la chance d'être entouré de gens absolument formidables et inspirants. On a beaucoup parlé de Frédéric Montagnon, on en a un peu parlé, mais on aurait pu en parler plus. Ouais. Qui est un type absolument fantastique, qui est un visionnaire, qui a toujours un quart d'heure d'avance, parfois un gros quart d'heure d'avance. Il m'arrive de lui dire, mais attends, est-ce que tu peux venir dans le présent, s'il te plaît? Qui lit énormément, qui c'est vrai,
passe son temps à me flécher, à me donner. Donc, en fait, il faut s'entourer, quoi. Il faut s'entourer de gens qui sont inspirants, qui sont différents, qui sont différents aussi. Hein, parce que moi, je suis plutôt business. Lui, c'est un ingénieur. Je suis très extraverti et plutôt introverti. Donc, c'est cette richesse-là, moi, qui me permet d'aller regarder des choses que je n'aurais pas regardées, de lire des choses que j'aurais pas lues. C'est une chance. En même temps, c'est une chance qui se provoque. Hein. Fred, je l'ai rencontré, a priori, on aurait pu ne pas s'entendre ou ne pas. On a mis 10 ans avant de faire un truc ensemble. Ok. Et puis, tu es quand même tombé sur un sujet qui t'a embarqué parce que... Oui, je suis tombé sur un sujet qui m'a embarqué. Après, c'est une de mes facultés, capacité à digérer et à vulgariser les choses. C'est peut-être les années de conseil au début qui ont fait ça, ou je sais pas. Mais ça fait partie de ce qui me permet de faire tout ça. Je dirais pas facilement, mais en tout cas, c'est toujours, tu sais, quand tu réfléchis à ce que tu fais de mieux, c'est généralement ce que tu aimes faire, ce que tu fais sans effort. C'est là où tu es le plus performant. Et c'est vrai que moi, prendre du contenu et le transformer en des choses compréhensibles et le relier avec des enjeux business, je fais ça avec beaucoup de plaisir. Bon, on aura pu l'apprécier, en tout cas pendant cette heure avec toi. Merci de nous avoir un peu vulgarisé tout ça et mis le doigt sur des concepts qu'on a envie d'aller creuser par ailleurs. À bientôt, Pierre-Nicolas. Merci beaucoup. beaucoup. Ariani Merci. dans les prochains mois. Et à très bientôt. Merci.